Bientôt l'automne, bientôt le changement d'heure, 184e épisode des Technos. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour faire un chouette épisode cette semaine, une fois encore. Épisode 184 déjà, comme le temps passe, avec deux loustiques de plus. Vous le savez, chaque semaine, deux nouveaux chroniqueurs nous rejoignent pour parler technologie. Cette fois-ci, c'est Sébastien, celui qui a une barbe, et Xavier, celui qui a le pull de Tintin. C'est le pull de Tintin que tu as chopé là, il me semble. Voilà, il manque plus que la houppette et le petit chien. Oui, c'est ça. tu connais la différence entre... Tu connais la différence entre Tintin et Milou, hein? Alors, c'est la blague préférée d'un de mes amis. Alors, il va être tout content que tu la sortes dans le podcast. C'est que Milou n'a pas de chien. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça commence bien, hein, cet épisode 184. Nous sommes au milieu du mois d'octobre. Il fait encore un petit peu chaud. Chez moi, il fait bon. C'est bon. Xavier est enrhumé comme toujours à cette période-ci de l'année, parce que lui, il est enrhumé en fonction du calendrier, pas en fonction des températures. Et chez Sébastien, il est en train de déstocker son appartement, ce qui fait que ça va résonner un petit peu de son côté. Donc comme ça, vous savez tout. Et comme ça, on peut le décor est planté. Je ne sais pas si on a reçu du courrier des auditeurs. On a reçu une proposition de collaboration suite à l'appel lancé la semaine dernière, où on demandait si, par exemple, quelqu'un voulait rejoindre l'équipe, mais de préférence une chroniqueuse plutôt qu'un chroniqueur pour changer. On a eu une proposition, mais plutôt côté lingerie. Et donc, ça ne correspondait pas tout à fait à notre univers. Donc on en est désolé, on salue, je pense que c'était Lydie, son prénom, enfin on les salue en tout cas, elle et son époux, pour la proposition, et on leur souhaite bon succès avec leur chaîne YouTube. Si vous voulez participer, si vous avez quelques envies de partager vos connaissances et votre veille technologique avec nos auditeurs, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est pas très difficile de nous joindre via les réseaux sociaux ou via notre site lestechno.be. Je sais pas si par rapport à ça, l'un ou l'autre, Xavier peut-être avait un commentaire à faire. Écoute, moi j'ai un autre auditeur qui m'a contacté, c'est notre jogger breton, qui en fait nous saluait, hein, toute l'équipe, et qui m'a dit qu'il était retombé un peu par hasard sur nos épisodes où on parlait des générateurs de mots de passe et les portefeuilles de mots de passe, donc les coffres-forts de mots de passe, pardon. Et il disait qu'il avait sur sa chaîne fait un retour d'expérience, une présentation de l'espace. Donc LE2SPA2S. C'est sur sa chaîne YouTube, on enverra le petit lien en commentaire, parce que j'ai oublié de le faire dans la préparation de ce numéro. Pas de souci. Mais donc voilà, on salue bien notre jogger et on va essayer de faire un numéro qui dure pas 3 heures, qu'il puisse. Oui, c'est ça. Parce qu'on les a épuisés, nos joggers. On en avait plusieurs. Et à mon avis, avec des épisodes de plus d'1 heure, ça les a épuisés, même si certainement ils sont capables de courir aussi longtemps. Mais comme ils ne s'attendent pas à ce que nous, on dure aussi longtemps, ils se donnent à fond la première demi-heure. Et puis à un moment donné, ils doivent s'essouffler. Donc voilà, on essaye de faire des épisodes plus courts en vous proposant, je tiens à le préciser juste au passage, je te repasse la parole juste après Xavier, en vous proposant des sujets un petit peu plus longs, mais dans le cas de bonus. Et ce sera le cas une nouvelle fois cette semaine. On a commencé ça la semaine dernière avec un bonus concernant les annonces Synology. Cette semaine, on vous parlera de tout à fait autre chose. On y reviendra dans le cours de cet épisode. Xavier. Et on va devoir faire un épisode d'environ 2 heures pour notre ami breton à la mi-2019, parce qu'il va courir un marathon. Et il nous a demandé donc il va falloir préparer un numéro de 2 heures quand il court son marathon. C'est intéressant. On va faire des épisodes à géométrie variable en fonction des activités de nos auditeurs. Tu vois. Vous courez, c'est cet épisode-là. Vous ne courez pas, vous faites quoi? Vous faites du repassage, c'est cet épisode-ci. comme ça, tout le monde c'est drôle. Oui. C'est drôle parce que nous, sur le Proof of Cast, donc l'autre podcast que je produis, on a eu aussi des remarques comme ça où les gens disaient quoi, le dernier épisode était un peu long, et on a eu un auditeur qui nous a dit quoi, 1h30, mais c'est inadmissible, c'est impossible. Ah, oui. Désolé, hein, des fois. Oui, c'est ça. On le répète, vous n'êtes pas obligé de le consommer d'une seule traite. Hein. Vous pouvez arrêter, mettre sur pause, le regarder, l'écouter. On est un petit peu partout. Donc, vous avez toutes les possibilités sont à votre portée. Maintenant, si vous êtes boulimique, ça, c'est un autre problème, évidemment. Je pense on a éclairci 2-3 petits trucs. On peut entamer ce nouvel épisode. Une fois de plus, le premier bouton que je dois pousser, c'est toujours un petit peu délicat. C'est celui-là. Voilà, c'est parti.
On entame notre abécédaire avec la lettre B comme bidule. Lexar qui lance une clé USB un petit peu particulière, Xavier. Effectivement, donc en fait, on se demande ce qu'on pouvait encore inventer sur les clés USB. Ici, en fait, ils ont repris une technologie qui est assez commune maintenant, puisqu'il s'agit d'un lecteur d'empreintes. Donc on est habitué à ça depuis un moment pour ouvrir des portes, pour sur nos PC ouvrir débloquer son compte, etc. Mais ici, sur son smartphone aussi. Ils ont lié directement un lecteur d'empreintes sur la clé USB, exactement dans le même type que sur les smartphones, effectivement, donc qui va pouvoir lire et reconnaître votre empreinte en 1 seconde. Et l'idée, c'est qu'ils vont se baser sur un chiffrement 256 bits AES, et donc, en principe, ils vont limiter la lecture du contenu à son propriétaire. Donc, si vous perdez votre clé, eh bien, pas de risque que quelqu'un d'autre puisse le lire. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Donc, je pense que ça peut être pas mal pour certaines personnes qui n'ont pas spécialement envie de transporter leur PC ou autre et qui veulent pouvoir emporter des données un peu confidentielles avec eux. Et d'autant plus que le prix me paraît tout à fait raisonnable, puisque c'est en précommande à 33 $ sur Amazon pour une clé de 32 Go. On sait qu'elle sera disponible aussi en 64, 128 et 256 Go. Et c'est en plus en USB 3, donc avec des taux de transfert de 150 mégabits par seconde. Donc je vois que Seb est déjà en train d'essayer de la commander. Mais j'avais pas du tout entendu parler de ça, et c'est vrai que c'est super intéressant, je veux dire, surtout pour les professionnels, je pense. C'est bon pour une seule personne, ou on peut enregistrer plusieurs empreintes de doigts, parce que voilà, ce serait peut-être intéressant de pouvoir la partager. C'est une bonne question. Je ne sais pas y répondre. Quand il dit c'est une bonne question, ça veut dire qu'il n'a pas la réponse. Bon, tant pis. Non, mais voilà, c'est effectivement, je pense que c'est une bonne question, c'est pas parce que je l'ai posée, mais que ce serait intéressant que ça aille jusque-là, on permette d'enregistrer plusieurs empreintes digitales, parce qu'on peut partager des informations avec quelqu'un et que ça reste confidentiel malgré tout, quoi, me semble-t-il. Quel usage pourrait-on en faire, Sébastien, dans les crypto-monnaies? On aurait un usage de ce type de clé USB ou pas du tout? Alors, dans les crypto-monnaies, oui, ça pourrait éventuellement servir, et notamment d'installer ça sur un wallet hardware, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des wallets hardware utilisent bêtement un code PIN, et puis avec des petits boutons, c'est vraiment pas spécialement pratique. Donc, pouvoir débloquer son wallet juste avec son doigt, ça serait assez intéressant. Mais moi, de toute façon, je pense juste à des usages de sauvegarde dans les entreprises, parce que j'ai moi-même eu affaire dans une entreprise dont je tairai le nom à ce cas de figure où une clé USB avec des documents assez importants s'était retrouvée un petit peu dans la nature et sans aucune protection. Donc là, pour une entreprise, on pourrait très bien se dire on achète une clé USB comme ça pour chacun de nos employés. S'ils veulent sauvegarder des trucs, ils n'utilisent que ça. Et ça remplacerait un peu la politique un peu bête et méchante de dire les ports USB sont juste interdits sur vos machines. C'est ça, oui. Mais maintenant, il faudrait faire en sorte que seules ces clés USB-là soient autorisées. Donc ça, c'est encore un autre problème, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est un produit à suivre, oui. Tu parlais des usages, on parlait des portefeuilles de mots de passe, etc., enfin les coffres de mots de passe. C'est un bon endroit aussi pour stocker une copie de ces mots de passe. Il ne faut pas perdre son doigt, mais voilà. Mais tu peux sûrement enregistrer plusieurs doigts différents. Mais je suppose, oui, et de personnes différentes aussi. Donc on revient à ma question initiale, en fait. C'est ça l'idée. Non, si tu peux enregistrer plusieurs doigts différents, du coup, tu dois pouvoir enregistrer plusieurs personnes différentes. C'est la même chose que sur l'iPhone. Ah non, c'est pas le doigt de la même personne, c'est pas autorisé. Il ne sait pas voir, de toute façon. Ça me paraît un peu compromis, cette histoire. Ok, on a fait bien le tour de cette clé USB d'un genre nouveau, il fallait y penser. Le nom, peut-être, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est la Jump Drive Fingerprint F35. Ok, à mon avis, ce sera suivi d'autres produits du même acabit. À l'occasion, on reviendra sans doute dessus. Lettre C, c'est comme un vieux nom.
venu du passé, Casio. C'est comme Casio. Je ne pensais pas qu'en faisant un podcast high-tech en 2018, j'aurais encore l'occasion de parler de Casio, qui modernise l'une de ses emblèmes, l'un de ses emblèmes, réellement. Hein. C'est une montre que tout le monde a vue, que beaucoup de monde a eu également, Xavier. Tout à fait, on parle de la G-Shock. La G-Shock, c'est ce modèle sorti en 83, ça ne nous rajeunit pas, qui était fait pour être résistante et protéger le module quartz de la montre, qui était vraiment à toute épreuve. C'était un truc qui n'était pas des plus esthétiques, mais qui était très solide. À l'époque, ça avait son petit genre. C'était son petit genre avec ça. Figure-toi que même en 2018, la gamme continue d'exister. Il y a plusieurs modèles disponibles et en fait, ils n'ont jamais arrêté de vendre des G-Shock. Mais ici, ils font parler d'eux parce qu'en fait, ils ont sorti un nouveau modèle tout en métal avec une connectivité Bluetooth. Donc, en fait, pardon, c'est pas une montre, c'est pas une smartwatch, mais grâce aux fonctionnalités Bluetooth, en fait, vous allez pouvoir... Pardon, je vais tousser un petit coup. Je vais tousser un gros coup, comme ça c'est fait. Donc, elle va pouvoir être connectée à une application sur smartphone. Et le but, c'est simplement de pouvoir paramétrer la montre, les différentes alarmes, les fuseaux horaires, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas une vraie smartwatch, mais quelque part, ça ajoute une fonctionnalité qui est pas dégueulasse. Si vous avez par exemple un casque comme le mien, le Perotzik, il est configurable aussi via une application. Et en fait, c'est très pratique puisqu'on ne doit pas passer par des petits menus avec les tout petits boutons qui sont jamais très faciles à utiliser. Et on se perd dans des menus qui sont compliqués. Intéressant. Elle sera vendue à 299 €. Pardon, j'ai pas compris. Elle est vendue à 299 €. Pas donné, mais oui, parce que c'est quand même, voilà, c'est un esthétisme un petit peu dépassé, j'ai envie de dire. Donc il faut l'assumer, quoi. Je vois Sébastien sourire et... Ah non, mais là, à ce prix-là, tu payes le vintage. Je crois que c'est le même prix qu'une Samsung, une vraie smartwatch en bonne et due forme. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est pas la même utilisation du tout. Hein. Non, en plus, non. Et sur ma Samsung, je suis à peu près sûr que je peux installer un skin Casio. Peut-être. c'est ça. Oui, c'est ça. Le cadran qui va bien. Donc voilà, bon, ce genre de produit, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de truc un peu vintage. Il faut l'assumer d'une fois de plus. Il faut vraiment avoir envie de. J'ai eu le même sentiment avec la reprise par Nokia d'un de leurs smartphones porte-étendard de la belle époque, qui est revenu comme ça d'un coup. Oui, c'est ça. Et finalement, ça passe un peu. Voilà, on n'a plus vraiment... Moi, c'est pas vraiment le côté vintage qui m'intéressait dans la news ici, même si c'est une montre qui est vraiment connue. C'était la fonctionnalité Bluetooth, simplement réduite à sa plus simple expression, mais qui est utile, je trouve, dans ce cas-ci. Ça simplifie en gros l'utilisation d'une montre un petit peu basique. Voilà. Ça, je peux l'entendre, effectivement. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que d'autres pourraient s'en inspirer, hein, des fabricants de montres plus classiques, entre guillemets. On avait déjà évoqué ça une fois, je pense, avec d'autres membres de l'équipe quand on parlait des smartwatches. C'était un peu au début des smartwatches que finalement, les fabricants de montres feraient bien de se bouger un petit peu le popotin pour faire des propositions. Peut-être pas en smartwatch, mais avec des fonctionnalités un peu connectées. Voilà, c'est le cas ici. On ne va pas critiquer non plus. Hein. Je veux dire, c'est le cas, c'est le cas, quoi. Moi, j'avais dit, et je m'y tiens, tant qu'une smartwatch ne durera pas une semaine, je n'y passerai pas, même si j'en meurs d'envie. Voilà, exactement. On passe à la lettre suivante, si vous voulez. Déjà la lettre M, comme ça passe vite, abécédaire chez les technos. Bon, on va s'attarder sur cette partie-là de l'alphabet, je vous rassure, on n'a pas fini encore. M comme Microsoft qui ouvre son portfolio de brevets. C'est qui nous en parle? C'est Sébastien, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, Microsoft a surpris un petit peu tout le monde parce que c'était pas vraiment quelque chose qui était attendu. Le 10 octobre 2018, donc il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils mettaient la quasi-totalité, vous allez voir un petit peu, il y a quelques exceptions, de leurs brevets dans un domaine open source. Alors,
Ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir les utiliser librement en mode open bar, mais c'est juste qu'ils rejoignent un organisme qui s'appelle l'OIN, l'Open Invention Network, qui est en fait une espèce de club avec un pacte de non-agression. C'est-à-dire que tous les membres mettent à disposition un certain nombre de brevets pour l'utilisation libre par tous les autres membres, ce qui encourage les gens finalement à partager leurs brevets et à ne pas se coller des procès de brevets, de propriété intellectuelle sur le dos. Donc, faut savoir que l'OIN regroupait déjà des sociétés comme Google, IBM, Red Hat, SUSE, pas mal de sociétés liées à Linux notamment. Ils avaient dans leur portfolio à peu près 1300 brevets, et des brevets internationaux en l'occurrence. Et là, Microsoft qui les rejoint, ils ont rajouté 60 000 brevets. Ah oui. Donc tout d'un coup, c'est une augmentation assez conséquente de leur portfolio. Et ça inclut des brevets assez intéressants, puisqu'il y a des brevets beaucoup de brevets sur Android, sur lesquels Microsoft faisait encore à peu près 3,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires juste en royalties en 2014. Donc c'est quand même un changement de stratégie assez massif. Ça veut dire qu'ils abandonnent les royalties aussi, du coup, alors, ou comment ça se passe? Ça veut dire que sur ces 60 000 brevets, ils abandonnent les royalties, en tout cas, à destination des autres membres du consortium dont Google fait partie. Par contre, j'imagine que Samsung va devoir soit continuer à payer des licences pour pouvoir continuer à utiliser ces brevets, soit rejoindre eux-mêmes l'OIN pour en faire partie et bénéficier des mêmes droits. Mais pour rejoindre l'OIN, ils doivent eux-mêmes mettre à disposition leurs brevets. Donc c'est un donnant-donnant qui doit s'établir. Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont souligné le fait que maintenant que Microsoft a fait ce geste, d'autres vont se joindre probablement au mouvement. Et c'est en tout cas un gros pas en avant pour l'OIN et surtout un pas assez surprenant de la part de Microsoft, parce qu'on se souvient que, pour ainsi dire, Microsoft a été un petit peu, avec IBM, une des raisons d'être de tout le mouvement open source à la base, qui était une réaction à toute cette logique propriétaire et de licence du logiciel. Et là, c'est quand même assez conséquent ce qui s'est passé. Alors, il y a des brevets aussi sur le noyau Linux. Il y a des brevets sur Hyperledger, cette espèce de sorte de blockchain qui n'en est pas une. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Et ça va dans le même sens que, si vous vous souvenez, on avait parlé dans un épisode précédent du fait que Microsoft avait racheté GitHub, ce qui avait fait peur à tout le monde et à pas mal de gens qui avaient menacé de faire migrer leurs projets open source notamment vers d'autres plateformes à cause de ça. Et finalement, voilà, ça rassure beaucoup de gens sur le fait que Microsoft est vraiment engagé dans l'open source. C'est pas juste une façade marketing. Ils mettent leur argent là où leur bouche se trouve, comme on dit en anglais. Et ça fait plaisir. Et maintenant, il faudra voir les effets que ça aura sur le reste du marché. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On ne peut pas évoquer aujourd'hui Microsoft sans évoquer tout de même le décès de l'un de ses fondateurs cette semaine, Paul Allen, qui est décédé cette semaine. C'est une des figures notables du monde de la tech de ces années-là, j'ai envie de dire, avec les Bill Gates et autres Steve Jobs. Voilà, ce sont un peu les Elon Musk de cette époque-là, j'ai envie de dire, qui finalement disparaissent un petit peu les uns après les autres. Enfin, ça, c'est la vie aussi qui veut ça, qu'est-ce que vous voulez. On ne pouvait pas passer à côté, en parlant de Microsoft, évidemment, d'évoquer son souvenir. Tiens, on en parlait. M comme Musk, on va parler d'un autre produit que propose Elon Musk. Il y a les voitures, il y a les fusées, il y a les tunnels, il y a les trains qui vont vite, enfin les suppositoires, les capsules. Hyperloop, voilà, je revenais plus sur le nom, désolé. Il a encore inventé un truc nouveau apparemment. De quoi s'agit-il ? Oui, en fait, c'est parti d'une blague. Il avait fait un tweet où il s'était pris en photo mort bourré à côté d'une Tesla avec des bouteilles de tequila, etc. Et en fait, il avait aussi annoncé, un peu sous le ton de la rigolade, plusieurs projets, dont justement sa marque de tequila. Et comme on le connaît, il va généralement au bout des choses. Et il a sorti donc la Tesla Kila.
avec un nom qui a été déposé, etc. Donc on peut réellement s'attendre à ce qu'ils commercialisent cette main de tequila. Et j'ai cru lire, si je ne me trompe pas, que une partie, en tout cas des bénéfices, serait reversée à une donation, serait lié à un don pour une association. D'accord. Donc c'est une association, si je ne me trompe pas, pour purifier des eaux d'une ville dans le Michigan. Ok, d'accord. C'est un peu bizarre. C'est bien d'en faire don, hein, ceci étant dit, soyons clairs. Moi, je trouvais le parallèle, enfin en tout cas la proximité entre une voiture et de l'alcool, je trouvais ça assez limite, quoi, quand même. Oui, mais attention. Et en même temps, il est visionnaire, encore une fois, parce que entre une voiture autonome et de l'alcool, à partir du moment où la voiture est autonome, tu peux te bourrer la gueule à la tequila tant que tu veux. Enfin bon, en plus, elle n'est pas réellement autonome, la Tesla. Non, mais bientôt. Voilà. Bientôt, oui. C'est ça. C'est là où je dis qu'il est visionnaire, c'est que il sait très bien qu'il ne pourra pas faire de l'argent après sur le côté drink or drive, donc tant qu'à faire. Non, mais c'est vrai, t'as raison, mais à ce moment-là, il faut plus de volant, il faut plus de pédalier ou quoi que ce soit, parce que un type bourré, ça fait n'importe quoi, hein, même dans une voiture autonome. Donc il va falloir quand même prendre des précautions, quoi. J'ai envie de voilà, ça c'est du Elon Musk tout craché, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça va donner, hein. Si c'est comme les bazookas, et au départ c'était quoi? C'était parti de casquettes, si je ne dis pas de bêtises, hein. Boring Company. Il avait commencé par les casquettes, puis après il avait fait les lance-flammes qui n'en sont pas. Voilà. Et voilà, Tesla Killa, pourquoi pas. Après, moi, ce qui me fait marrer, c'est dans le nom, parce que Tesla Killa, on pourrait presque traduire ça avec un petit peu de jargon comme le tueur de Tesla. Donc j'imagine qu'il a dû en envoyer une bouteille gratuite à tous les shorteurs qui essayent de torpiller son action. Mais voilà. Peut-être. Si ça se trouve, ça vient de là, hein. Connaissant l'animal, ce serait pas impossible du tout. La blague était liée à ça, hein. La blague à la base, c'était ça. Oui, c'était lié à ça. On est à la lettre N comme neutralité du net. Là, on en est sûr. On avait déjà évoqué ça, je pense, avec toi, Sébastien, il y a 2 semaines ou 3 semaines. La FCC a totalement triché concernant la neutralité du net. Il faut replacer les choses complètement dans leur contexte, une fois de plus, parce que tout le monde n'écoute pas tous nos épisodes toujours, et tout le monde ne fait pas toujours du jogging en nous écoutant. Donc, il va falloir répéter les choses un petit peu. Voilà, donc on va remettre les choses dans leur contexte, et puis c'est bien parce que comme ça on fait un follow-up de cette histoire. Je trouve que c'est vachement important. Ouais. Donc il faut se souvenir que l'année dernière, à peu près à la même époque, il y avait eu un gros débat avec la FCC qui est dirigée maintenant par Ajit Pai, une nomination de notre ami Donald Trump. Et la FCC, c'est la Federal Communications Commission qui s'occupe de tout ce qui est réglementation en termes de réseau et de télécommunications. Aux États-Unis. Et c'est notamment eux qui avaient édicté avant, sous le temps de l'administration Obama, des règles qui inscrivaient la neutralité du net dans la loi. Et une des premières ambitions d'Ajit Pai quand il a rejoint la direction de la FCC, ça a été de détruire cette réglementation, et pas seulement de la détruire, mais aussi d'essayer de faire passer des règles qui empêchent de la rétablir. Donc, ils sont vraiment accrochés à ça. Et il faut voir que Ajit Pai, c'est un ancien lobbyiste de Verizon, je crois. Enfin, il est lié de très près à tous les opérateurs mobiles et Internet aux US qui luttent bec et ongle contre la neutralité du net parce que ça ne les arrange pas, et qui s'essayent de développer leur modèle économique contre ça. Donc, évidemment, il y avait un gros lobbying qui avait été fait. Il y avait des sénateurs qui avaient été embarqués dans l'histoire pour essayer de faire passer une loi pour faire sauter ces règles. Et une des étapes dans le processus classique de la FCC, c'est de soumettre ce genre de changement aux commentaires populaires, d'une certaine manière, donc d'ouvrir une boîte à idées, en gros, sur le site web de la FCC. Et en l'occurrence, il y avait eu, je crois que c'était 22 millions de commentaires qui avaient été soumis, ce qui était gigantesque. Et après dépouillage de tous ces commentaires-là, il a été ressorti que massivement, les gens étaient contre la neutralité du net, et donc on pouvait y aller franco à abroger cette réglementation. Or, il s'est avéré que très rapidement, des gens ont analysé un petit peu ces commentaires et se sont rendus compte que dans le lot, il y en avait un paquet qui était louche, qui avait l'air de venir de personnes qui n'étaient pas tout à fait au courant, des noms qui n'existent pas, voire des noms de personnes manifestement décédées. Donc, c'était un petit peu louche. Il y a eu des procès qui ont été intentés contre la FCC.
Mais la FCC avait tout simplement botté en touche en disant non, on n'est pas obligé de vous fournir les informations, donc on ne le fera pas. Et il y a eu il y a eu un procès, un journaliste aussi qui les avait menés au tribunal, et un juge avait d'ailleurs jugé qu'effectivement, il devait fournir les données, mais bon, si toutefois il les avait encore, tiens, c'est quoi cette condition suspensive pourrie? Bref, ça, on en avait parlé dans un épisode précédent. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que en fait, des chercheurs de l'université de Stanford, donc complètement indépendants, ont revu tous ces commentaires-là. On les ont analysés en détail avec une intelligence artificielle pour faire le tri un petit peu dans ce qui était manifestement des doublons, ce qui était manifestement des fausses personnes, etc. Et il en est ressorti que de ces 22 millions de commentaires, 21 millions étaient faux. Donc, il en reste plus que moins d'1 million, finalement. Ouais. Et sur ce moins d'1 million, le score est assez parlant, puisque 99,7% de ces 800 000 commentaires sont en faveur de la neutralité du net, et donc contre l'abrogation des règles. Donc, de toute évidence, la FCC a triché dans les grandes largeurs, et c'est absolument scandaleux, parce que c'est trop tard. Je veux dire, les réglementations ont sauté. Je crois qu'il y avait encore une histoire comme quoi c'était passé de justesse, je crois, à la Chambre des représentants, où ils avaient bloqué le truc. Maintenant, ça doit passer encore au Sénat pour les changements. Mais bon, de toute façon, le mal est fait. Et par contre, il n'y a aucune conséquence prévue, ni pour la FCC, ni pour Ajit-Pai, dans ce genre de mensonges éhontés. Et voilà, donc moi, ça me fait juste hurler de rire quand je vois ça. Et quelle est belle la démocratie américaine. Mais ce qui est complètement fou, c'est que ça part d'un outil qui était formidable, c'était cette idée de consulter le public. On en a beaucoup parlé en Belgique récemment avec des élections, et on en parlera partout dans le monde, parce que c'est un petit peu la tarte à la crème pour l'instant, c'est la consultation populaire. Et ça débouche sur quoi? Je vais rester avec mon analogie avec les élections, avec certaines élections en tout cas, c'est bourrage des urnes. Donc c'est juste scier la branche sur laquelle on est assis. Donc voilà, c'est un outil, on n'y croira plus jamais. Et sans aucun scrupule en plus. Voilà. Et sans scrupules, etc. S'agissant de la neutralité du net, cette fois, même si les lois, etc., si la loi est abrogée, enfin, si ça va au bout de l'idée, il y a quand même les acteurs du secteur sont quand même d'accord de continuer à garder certaines règles de non-agression, hein, de pacte, entre guillemets, qui restent. La neutralité du net va quand même rester quelque part dans l'esprit de beaucoup de gens pendant un certain temps. Ça ne durera sans doute pas. Et de toute façon, il y a déjà des mouvements de résistance, même au niveau fédéral, puisqu'il faut bien voir qu'aux États-Unis, les États ont une relative indépendance sur pas mal de choses. Et là, par exemple, l'État de Californie a déjà réinscrit, au niveau de l'État, la neutralité du net en loi, en défiant manifestement le gouvernement fédéral, et en disant « mais vous faites n'importe quoi, nous on n'est pas obligés ». On va aller faire les choses de notre sauce. Et c'est assez important, puisqu'en Californie, effectivement, c'est ça qui réglemente pas mal de sociétés qui sont basées en Silicon Valley. Donc, il y a pas mal de mouvements de ce côté-là. Vu d'ici, vu d'Europe, ça fait toujours un petit peu peur, ces grandes annonces, mais c'est les États-Unis, c'est l'aspect fédéral, mais après, au niveau local, il y a quand même pas mal de différences aussi. Je pense par exemple au traité de Paris concernant l'écologie que Trump a balayé du revers de la main. La plupart des États américains continuent à faire des économies d'énergie, à aller dans le bon sens, entre guillemets, à leur échelle. Donc voilà, c'est des choses, c'est impressionnant, mais en même temps, ça ne porte pas toujours à conséquence. Ça peut porter à conséquence. Il faut rester vigilant quand même, je pense, mais bon, voilà. Et là, il y a un autre truc aussi à prendre en compte, c'est que pour le coup, en analysant aussi ces commentaires-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas forcément de concret net niveau démocrate républicain, puisqu'ils se sont rendus compte que dans les circonscriptions démocrates, il y avait à peu près en moyenne 1500 commentaires en faveur de la neutralité du net. Dans les circonscriptions républicaines, on était à 1200. Donc la différence n'était pas si grande que ça. Et donc, il y a quand même de bonnes chances que ça influence un petit peu les candidats sur les midterms, donc les élections législatives de mi-mandat. Espérons que ça va quand même influencer les choses et que ça pourrait faire basculer un petit peu les choses dans le bon sens. Ouais. Et que d'autres pays où l'Europe, par exemple, n'essaye pas de suivre bêtement. Oui, parce que c'est toujours l'effet quand les États-Unis quand les États-Unis toussent, tout le monde se mouche, quoi. Donc, c'est un peu ça, faudrait pas que ça donne des idées, que ça décomplexe d'autres. Ça me fait penser à Xavier qui, juste de la fenêtre à côté de la nôtre, t'as vu, s'est mis à tousser comme...
Ça va, Xavier? Toujours en vie? Oui. Hein. Ça va, j'essaie de survivre, oui. Ça va, on n'a pas fini l'épisode, hein, tu le sais. Il va falloir encore tenir un petit peu le coup parce qu'il y a encore plein de lettres. D'ailleurs, Stéphane peut encore courir un peu. Hein. Oui, Stéphane, c'est l'auditeur qui fait son jogging. Voilà. Allez, on reprend son souffle et on y va. On y va, mais on y va piano. Ah, ça tombe bien, puisqu'on était à la lettre P comme piano. C'est Xavier qui nous a apporté cette information. Google qui aide les gens à jouer ou à apprendre à jouer du piano. C'est ça l'idée, Xavier? Alors, en tout cas, ça les aide à jouer. À apprendre, je ne sais pas, puisqu'en fait, c'est une intelligence artificielle. Hein. C'est un projet qui a été baptisé Piano Génie, un programme boosté via intelligence artificielle qui a été conçu par une équipe de recherche, l'équipe Magenta de Google. Et en fait, ça se présente sous la forme de 8 boutons connectés à un piano. Et un petit peu comme sur Guitar Hero, vous allez simplement tapoter sur les touches et ça va jouer à votre place. Mais ici, ça va plus loin que Guitar Hero puisque c'est vraiment quand vous allez taper sur les touches que le piano va jouer des notes, mais il ne va pas jouer n'importe quoi. En fait, l'intelligence artificielle a analysé vraiment une base de données incroyable de morceaux de musique et de théories sur la musique. Et en gros, ils ont analysé chaque note pour savoir si dans tel rythme et avec telle note, une autre note va être harmonieuse ou pas. Et donc, selon le rythme et les touches que vous allez jouer, le système va composer un morceau de musique harmonieux malgré tout, malgré que vous faites n'importe quoi sur les touches en gros. Oui. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout pour apprendre à jouer du piano. C'est juste. Non, c'est absolument pas pour apprendre. C'est absolument pas pour apprendre. À la limite, ça peut exercer ton oreille à la musique, mais. Ouais, peut-être. Ouais. Au rythme éventuellement, mais. Au rythme aussi, oui. Ouais, mais voilà, pour le reste, c'est pas avec cette touche que tu vas apprendre à jouer du piano. Surtout si 8 touches quand même. 8 touches quand même. Ah bah oui, super, 8 touches. Mais enfin, en même temps, si les arrangements, c'est le piano qui les fait, ou l'intelligence artificielle, ça va pas te faire avancer beaucoup en musique. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même un exploit de nouveau de voir comment ces choses évoluent, et ça montre que... Ça mériterait d'être écouté avec une oreille un peu, tu vois, de prendre un peu de distance et de dire, tiens, est-ce que c'est cohérent? Parce qu'il y a des aides comme ça, moi je me rappelle, enfin ça existe toujours, je pense, des aides à, justement, on parlait de rythme, de créer des rythmes et d'arranger des rythmes automatiquement en fonction des accords qu'on plaque, etc. sur un clavier MIDI. Ça peut être, c'est ludique, ça peut, si vous n'êtes pas fort en percussion, ça peut vous dépanner, par exemple. Mais ici, il s'agit vraiment de faire une démonstration plus technologique qu'artistique, si j'ai bien compris. Oui, parce que en fait, bon, même si vous jouez même si l'intelligence artificielle va jouer des notes qui sont harmonieuses, c'est pas pour autant que vous aurez un rythme. C'est pas le tout de faire des notes justes. Si vous le faites dans un rythme qui n'a pas de sens, ça donne pas terrible. Mais en tout cas, les notes sont effectivement harmonieuses. Donc, pour avoir fait un petit peu de musique, il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de fausses notes. C'est surtout ça l'idée, quoi. Mais la rythmique, voilà, ça reste un petit peu dépendant. C'est l'autotune du pianiste. C'est un peu ça, c'est l'autotune du pianiste. Voilà. Si bientôt un concert de chair au piano. par exemple, ou un autre DJ. Je pense à ça. Les claviers pour DJ en général ont 3 notes. Là, il y a un peu plus de jeux possibles. Ça va être un peu plus, mais peut-être un peu plus mélodieux aussi. Pourquoi pas? Je suis médisant? Oui, je sais, je suis médisant. On en arrive à la lettre S comme Soyouz, parce qu'il y a plein de choses à dire à ce propos, Sébastien. Soyouz, en bref, parce que je sens que ça va nous faire un chouette bonus. Hein. On va développer ça dans le bonus qui sera publié dans les jours ou les heures qui viennent. En bref, de quoi peut-on parler? De quoi peut-on parler de cet échec de mission Soyouz MS-10, dont on a beaucoup parlé dans la presse traditionnelle? Voilà, donc le 11 octobre 2018, donc il y a quelques jours, effectivement, une mission était prévue, la mission MS-10,
pour aller envoyer 2 astronautes dans la Station spatiale internationale, rejoindre les 3 qui y sont déjà. Et pour la première fois depuis les années 80, le lanceur Soyouz a échoué. Ouais. C'est-à-dire que le vol s'est arrêté au bout de 2 minutes. Enfin, au bout de 2 minutes, ça a foiré. Les astronautes ont dit c'est bizarre, on est en microgravité. Ce qui se passe, c'est pas censé arriver quand tu as autant de poussées dans les fesses. C'est censé être bloqué au siège. Là, c'était un peu bizarre. Et donc, effectivement, le lancement a échoué. Il y a les systèmes de secours qui ont repris le relais. Les astronautes se sont posés en bonne santé. Mais tout ça a un ensemble de conséquences majeures pour à la fois la suite du programme Soyouz et la Station spatiale internationale, dont on parlera peut-être plus en détail effectivement dans le bonus, parce qu'il y a un paquet de choses à dire. Il y a un paquet de trucs à dire, et donc ça, c'est un bon bonus pour cette semaine. À suivre donc, je vous le disais, dans les heures ou dans les jours qui viennent. C'est à votre convenance, c'est vous qui choisissez quelque part. On est à la lettre T comme Tesla. Décidément, on parle encore d'Elon Musk. Indirectement. Là, on parle plus de la voiture Tesla qui explose tous ses objectifs pour ce dernier trimestre, si je ne dis pas de bêtises. C'est Sébastien qui en parle. Oui, c'est ça. Et justement, je trouve important aussi de temps en temps de sortir la tête du guidon et des frasques de notre ami Elon Musk pour se rappeler que derrière le tribun un petit peu cocasse, pour utiliser que des termes non usités depuis 1990, il y a aussi l'entrepreneur visionnaire et qui sait faire des choses. Et donc, effectivement, on avait parlé brièvement dans l'épisode 182, je crois, du fait qu'au moment de toutes ces annonces et des problèmes avec la SEC, il y avait aussi des chiffres qui commençaient à sortir par rapport au 3e trimestre de production de Tesla et notamment de la Model 3. Et effectivement, les annonces se sont enchaînées début octobre. Donc, première annonce intéressante, il y a plus de 80 000 véhicules qui ont été produits au 3e trimestre, ce qui est énorme puisque ça représente plus de 50%, 50% de plus que ce qui avait été produit au 2e trimestre. Et de ces 80 000 véhicules, 53 000 sont des Model 3. Et ça représente le double du 2e trimestre. Donc, les chiffres explosent complètement. Et donc, dans la dernière semaine du trimestre, ils ont produit 5 300 Model 3. Donc au-delà des 5000 qui s'étaient fixés, je crois que c'était pour le mois de juin, et donc ils ont eu quelques retards sur cet objectif, mais c'est bon, ils ont rattrapé tout leur retard, la production est au taquet, et si on additionne toute la production par semaine, on est à quasiment 7000 véhicules, en comptant les Model X et les Model S aussi, on est à quasiment 7000 véhicules sur une seule usine, l'usine de Fremont, et théoriquement, d'après les calculs, 7000, ça correspond plus ou moins à la capacité maximum de l'usine. Donc, ils sont au taquet, là. Ils sont vraiment au taquet de ce qu'ils peuvent produire sur une seule usine, sachant qu'il y a l'usine chinoise qui doit ouvrir seulement en 2020. Ouais. Donc il y a de la... Voilà, ça va produire sur cette usine-là maintenant. Il faut toujours, enfin voilà, c'est de nouveau, tu l'avais dit, on en avait parlé un petit peu dans l'épisode 182, mais pas uniquement, dans les précédents aussi, toutes ces annonces un petit peu catastrophiques ou catastrophistes concernant les usines d'Elon Musk et de Tesla, et chaque fois qu'il y a une annonce, c'est soi-disant pour noyer le poisson. On se rappelle qu'il avait quand même annoncé il y a plus d'1 an maintenant l'arrivée des camions, il y avait déjà des bons de commande qui étaient signés, on n'en entend plus parler. Je m'attends, moi, à voir dans la presse prochainement dire voilà, catastrophe pour Tesla et son PDG Elon Musk, il ne produira pas ses camions. Enfin voilà. Et puis, l'instant d'après, on retombe sur les pattes et on se rend compte que finalement, il n'y a pas totalement péril dans la demeure. C'est clair que c'est pas un constructeur comme un autre. Hein, c'est pas Ford, c'est pas PSA, c'est pas voilà, il n'a pas l'historique. Mais en même temps, il s'oppose à ces gens-là. Il s'oppose à une industrie qui a tout intérêt à le voir couler parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à rattraper le wagon. Et par contre, ils se retrouvent... je veux dire, encore une fois, la Model 3 s'est vendue plus que la BMW équivalente sur le même segment, donc sur un trimestre. Donc, ils se sentent menacés et n'étant pas capables de jouer dans la même cour, ils essayent de démolir le concurrent émergent. Et là, de toute évidence, je veux dire... Quelle justification peut avoir un short-seller aujourd'hui quand on voit des chiffres pareils? N'importe quelle analyse boursier dirait, mais bien sûr, allez, on met le paquet dessus parce que les chiffres sont bons. Et ce n'est pas les seuls trucs qui ont été annoncés. Je vais revenir après. Mais ce qui est marrant, c'est que pour tout le monde, et je pense que c'est ça qui énerve aussi les fabricants classiques et traditionnels, c'est que dans l'esprit des gens, quand on parle voiture électrique, c'est une Tesla.
Et alors que c'est peut-être la voiture la moins accessible parmi les voitures électriques sur le marché actuellement, hein, soyons clairs. Je lisais encore récemment que PSA allait sortir une Peugeot et sans doute aussi les nouveaux modèles de 108 et du côté de Peugeot et puis chez Citroën l'équivalent, la C1, les prochains modèles seraient électriques. Et dans l'esprit des gens, ça va rester... Tesla, c'est la voiture électrique. Et ça doit être agaçant, soyons clairs, mais parce que c'est pas Tesla qui va faire une voiture du peuple, entre guillemets, j'y mets beaucoup de guillemets, électrique. Ben si, parce que il faut pas oublier que ça reste l'objectif de Tesla depuis le départ, mais avec l'avance qu'ils ont prise, pour pouvoir faire une voiture électrique pas chère, il faut d'abord produire des volumes, il faut faire des économies d'échelle, il faut adapter toutes les infrastructures. C'est ce qu'ils ont fait avec la Gigafactory, c'est ce qu'ils ont fait avec l'usine de Fremont. L'objectif, c'est d'arriver à des gros volumes, et c'est qu'avec des gros volumes qu'ils feront baisser les prix. Le problème, c'est que les autres constructeurs, s'ils veulent faire la même chose, c'est toute leur infrastructure qu'ils doivent transformer. Ils ne la construisent pas de zéro, ils doivent la transformer. Et ça, ils ont tardé à le faire, et maintenant, ils doivent rattraper le train en marche, et c'est très, très compliqué pour eux. Donc, de fait, je pense qu'à terme, encore une fois, c'est l'objectif de Tesla. La Model 3 doit, normalement, les futurs modèles vont descendre dans les eaux de 35 à 40 000 $ par modèle. Et derrière, il y a encore un modèle, c'est le modèle Y, qui doit sortir, et qui doit aller vers encore moins cher. Et ça, les autres constructeurs ont accumulé un retard phénoménal par rapport à ça. Pourtant, ils savent que c'est vers ce public-là qu'il va falloir aller aussi. Mais je me demande aussi s'ils ne jouent pas un peu la montre, en se disant les États, à un moment donné, vont mettre la main à la poche pour avoir... Enfin, certains États, d'ailleurs, le font déjà, et disent, ben voilà, tiens, on va détaxer ce genre de véhicules pour booster un peu les ventes. Est-ce qu'ils n'attendent pas un petit peu ça? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu en chien de chasse dans un coin en disant on va y aller, pas maintenant, tout doucement, on va y aller, on fait des annonces, on râle un peu sur Tesla pour faire bonne figure, et puis on ira quand vraiment le terrain sera propice. Si c'est le cas, ça me paraît pas très malin comme stratégie. Enfin, Je sais pas. Allez, c'est vraiment vision à court terme et très conservateur. Moi, j'ai du mal à voir la logique qu'il y a là derrière, si ce n'est effectivement la difficulté. Mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, une industrie a toujours du mal à se disrupter elle-même. C'est souvent des émergents qui viennent bousculer un petit peu les choses. Et là, ça les énerve. Et alors, comme je disais, il n'y a pas que les résultats de production qui sont impressionnants. C'est que dans la foulée, il y a eu aussi 2 rapports qui ont été publiés par la NHTSA, c'est-à-dire l'agence américaine de sécurité de l'automobile, qui coup sur coup a annoncé déjà d'une part que, en gros, la probabilité d'accident sur la Tesla Model 3 était la plus faible de toutes les voitures jamais testées par l'agence. Alors que la deuxième et la troisième place du podium sont déjà occupées par la Model X, la Model S et la Model X. Donc la Model 3 est la voiture la plus sûre reconnue par une agence indépendante. Donc ça aussi, ça doit énerver les autres. Déjà qu'ils avaient 5 étoiles à tous les crash tests possibles et imaginables. Là, en plus, c'est la voiture avec la plus faible probabilité d'accident. Et il y a aussi des stats qui ont été publiés par rapport à l'autopilote, donc le pilote automatique qui n'en est pas tout à fait un, mais qui montre que, alors sur des échantillons assez... je frise encore ou vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, sur des échantillons qui sont encore assez petits et un peu biaisés, parce que les possesseurs de Tesla sont forcément un petit peu plus âgés vu le prix de la voiture, mais on arrive quand même à une probabilité d'accident qui est 4 fois moindre, sans pilote automatique, et on passe à 6,5 fois avec le pilote automatique engagé. Donc, c'est quand même des statistiques assez probantes, je trouve, pour Tesla. Et là encore, ça doit énerver la concurrence. Ça énerve la concurrence, ça énerve aussi les journalistes. De temps en temps, ça leur permet de faire des papiers. Dès qu'il y a un petit accident, une éraflure sur une Tesla, ou qu'une Tesla est un tant soit peu dans le coin, même pas responsable dans le quartier, et il y avait une Tesla dans le quartier. Attention. Il y a une Tesla qui était sur le superchargeur à 300 mètres. À mon avis, c'est elle qui est responsable. c'est ça, par exemple. Non, mais on en est là, c'est vrai. Dans la communication qu'en font certains, c'est vraiment devenu... voilà, c'est comme ça, que voulez-vous, c'est la vie. Je ne sais pas si Xavier avait un truc à rajouter là-dessus. Les voitures, pour l'instant, lui, il est fâché avec les voitures, je pense. Je suis un petit peu fâché. Pour ceux qui sont... Moi, j'ai un souci avec ma voiture. Voilà. Mais voilà. Mais moteur à combustion.
Un moteur à conduction, oui. Ouais, voilà. Donc on va penser électrique bientôt. On l'a déjà dit. Écoute, oui, c'est envisageable, mais non, oui. J'ai déjà essayé de m'arranger avec la marque japonaise qui est concernée. Voilà. Mais c'est vrai que l'électrique, c'est très bien. Par exemple, en ville, on voit qu'il y a... Alors, il ne faut pas se réfugier là derrière non plus systématiquement, mais on voit qu'il y a des situations dans lesquelles l'électrique est plus performant, ou en tout cas plus intéressant que dans d'autres. C'est clair qu'actuellement, quand on est professionnel de la route, par exemple, qu'on fait beaucoup de kilomètres, l'électrique, c'est peut-être pas le moyen le plus abordable ou intéressant pour l'instant. C'est ce qui m'empêche encore d'y passer, c'est l'autonomie. Quand tu fais un métier un peu commercial, que tu es beaucoup sur la route, alors il y a toujours moyen de s'arranger. On va toujours dire oui, mais tu peux aller là et en profiter pour manger là, etc. Mais ça reste compliqué quand même, l'autonomie. Dans certains cas, c'est compliqué. Dans une journée, au pire, tu fais combien de kilomètres? 300 400 Non, ouais, j'ai déjà fait plus. C'est rare, mais j'ai déjà dû le faire. J'ai déjà dû passer à l'ouest du pays pour me retrouver vraiment dans le fin fond des Ardennes et puis revenir sur Liège. Bon, c'est rare, je l'accorde, mais en attendant, j'ai pas envie de m'empêcher de faire ça pour le moment. C'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas de borne tout près de chez moi non plus. Je devrais aller, je suis à Braine-l'Alleud, je devrais aller, si je ne me trompe pas, jusque Nivelles. C'est pas la fin du monde, mais... Ça ira aussi avec des changements d'habitude, ce genre de technologie. Je pense, moi je me rappelle le reportage qu'avait fait une journaliste, c'était, je pense, Renault qui avait invité des journalistes à tester leur Zoé, et la journaliste avait eu une autonomie bien inférieure à ce qu'avait annoncé Renault en disant je comprends pas, pourtant je roule comme d'habitude, et finalement, on s'est rendu compte au bout du reportage que la demoiselle roulait un petit peu pied au plancher, un peu très nerveuse, etc. Et on roule pas avec une voiture électrique comme on roule avec une voiture à essence. Et même, je pense que pour une voiture à essence, elle était un petit peu... Voilà. Ça dépend un petit peu de chacun. Il va falloir s'adapter. C'est comme tout. Mais je pense que l'autonomie déjà augmente. Je serais presque tenté de dire de trimestre en trimestre, on voit qu'il y a des différences dans les annonces. Et ça se perfectionne de plus en plus. Ça restera le point faible, sans doute. Mais bon. Je crois que si le véhicule pouvait atteindre les 400 km, mais certains en hiver comme en été, et en roulant pas spécialement comme un papy, là je pense que ça me déciderait. Mais au moment, sur une 4 roues motrices avec une batterie de 100, je crois que c'est 110 maintenant l'option maximum sur une Model S. À mon avis, tu arrives à ça. Tu es à 450 sans on problème. n'est pas dans mon budget dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Là, on est à 120 000 euros la voiture, là, c'est sûr. Oui, donc voilà, là, ça, c'est un autre choix qu'il faut faire. Plus de maison. On vit dans la voiture. À un moment donné, il va falloir équilibrer un peu les comptes. Soyons très clairs. C'est rare qu'on aille à la lettre Y, et pourtant on y est. Y comme YouTube, qui a eu son petit plantage. Alors c'est assez rare en fait, non c'était pas... Oui. Surtout un plantage de cette ampleur, puisque traditionnellement, quand il y a quelques plantages, ça se passe sur un pays en particulier, où il y avait eu une histoire avec le Pakistan il y a une année qui avait appliqué un nouveau filtre de censure ou je ne sais quoi, et qui avait un petit peu fait peur aux ingénieurs. Mais là, pour le coup, c'était beaucoup plus massif que ça, puisque plusieurs pays étaient concernés par la panne, qui a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 octobre. Alors pour nous, c'était la nuit, c'était 3 heures du matin à peu près. Mais rendez-vous compte, pour les États-Unis, c'était le début de soirée. Donc c'était un gros moment de consultation et de publication aussi de vidéos sur YouTube. Et c'est ni plus ni moins que tous les US, une bonne partie de l'Europe, le Japon et d'autres pays qui étaient complètement down. C'est-à-dire que le site était offline avec une belle grosse erreur 500 en gros sur le browser. Donc c'était vraiment une grosse panne que YouTube a mis quelques dizaines de minutes à reconnaître sur Twitter, et puis finalement, au bout d'1 heure et demie, la panne était résolue, mais ça a fait beaucoup grincer des dents. Bon, alors pour les utilisateurs, j'allais dire YouTube est plus ou moins gratuit, c'est pas trop un problème, sauf que ça affectait aussi YouTube Music et YouTube TV, donc leurs offres payantes, et surtout ça a affecté tous les producteurs de contenu qui ont éventuellement publié leurs vidéos juste avant
que ça tombe en panne, auquel cas ils ont perdu un paquet de revenus, puisqu'on le sait, sur YouTube, l'essentiel des revenus se fait dans les premières heures de publication d'une vidéo, donc ça représentait quand même un manque à gagner non négligeable. Et là-dessus, comme à son habitude, YouTube n'a absolument pas communiqué sur les raisons du problème, ni sur un quelconque mécanisme de compensation financière des gens qui ont été affectés, rien du tout. C'est juste, ça a planté, désolé, voilà, ça finit, ça plante plus, merci, au revoir, à la prochaine fois. Enfin, YouTube, quoi. C'est ça. Ce serait intéressant de savoir sur quel site les visiteurs sont allés ensuite. Oui, oui. À mon avis, il n'y a pas que Netflix. Sur Dailymotion? Non. Voilà, par exemple. Sur Vimeo, peut-être. Ça me fait un peu rire parce que je dis Vimeo, parce que je lisais un article là tantôt, puisqu'on parlait de YouTube, et des alternatives à tous les outils Google de manière générale. Et je pense que c'était sur Presse Citron, pour pas le citer, qu'en tant qu'alternative à YouTube, ils proposaient Vimeo. Et ça m'a fait un peu sourire quand même, parce que voilà, même en tant que producteur de contenu, Vimeo est plutôt payant, hein, donc non seulement on n'y gagne pas d'argent, mais en plus si, ça nous en coûte. Donc je pense que le modèle de YouTube a encore de beaux jours devant lui, malgré tout ce qu'on peut dire et malgré toutes les critiques qu'on peut formuler. Voilà, c'est un petit peu ça le problème, c'est le manque d'alternatives, mais à équivalence, quoi. C'est ça qui serait intéressant de développer. On voit Oui. Là, ils ont un effet réseau, ils ont un avantage concurrentiel gigantesque qui bloque un petit peu la porte à tous les concurrents potentiels. Oui, tout à fait. Je me rends compte que dans notre abécédaire, je fais des fois on me fait faire des bêtises de lettres, etc. J'ai tellement l'habitude de mettre la lettre W à la fin. Vous savez, pour le oui mais non, cette fois-ci, il n'y a pas de oui mais non, mais il y a quand même une lettre W et je l'ai quand même mise à la fin après le Y. C'est pour ça qu'on va rarement au Y, en fait. Parce qu'après, il faut systématiquement revenir en arrière. W comme Winamp. Ah, ça, c'est aussi un nom, je ne pensais pas le prononcer un jour. Je le range pas avec Casio, mais quand même, c'est pas loin. Mais j'ai de bons souvenirs avec cet outil quand même. Tout le monde se rappelle de Winamp, je pense. Je pense qu'effectivement, tous les gens au-delà d'un certain âge ont utilisé ce soft s'ils ont été un jour sur un PC. Non, mais je m'inclus dedans. Je pense que les gens qui connaissent pas Winamp, parce qu'il doit y en avoir dans ce les plus jeunes, oui, sans doute. Ouais. D'ailleurs, je vais rappeler ce que c'était. Hein. Donc, Winamp, c'est un logiciel qui a été lancé en 97 par la société Nullsoft et qui permettait sur Windows et Mac de lire des fichiers MP3, mais pas seulement. Puisque, en gros, il était capable de lire un petit peu comme les VLC maintenant, pratiquement tous les formats audio et vidéo, y compris, et à l'époque c'était assez courant, des CD qui étaient protégés contre la copie, des téléchargements illégaux, etc., sans en plus que ça consomme trop de ressources. Et l'interface était de base déjà très, très intuitive et complète. Ça ressemblait un petit peu à une Shiny pour certains, avec un equalizer pour les skins un peu avancés. Et justement, je parlais de skins. Une des forces aussi de Winamp, c'est qu'il y avait une multitude de skins, c'est-à-dire de visuels qu'on pouvait mettre sur l'application pour qu'elle corresponde plus ou moins à nos attentes et à l'utilisation. Ouais. Et en fait, 2 ans après sa sortie... Je me permets juste de couper, parce qu'il y avait ça, c'était l'aspect esthétique, puis l'aspect plus technologique, entre guillemets, c'était l'intégration de plugins qui permettaient de traiter le son, par exemple, ou même de créer des effets visuels un peu disco, entre guillemets. Oui, c'est juste, j'avais même oublié cette partie-là, mais effectivement, il y avait des animations, etc. Non, c'était très utilisé, et son éclosion aussi, parce que ça, c'est une période que moi, j'ai très bien connue, c'était avec l'avènement des web radios que l'on pouvait écouter via les serveurs Shoutcast. Et donc, on pouvait aussi être broadcaster soi-même grâce à Winamp et un plugin qui permet d'envoyer du son plutôt que d'en recevoir. Donc, tout ça pour dire que c'était... streamer avant l'heure, c'était juste magique. C'est vraiment une application qui était réputée autant que les VLC maintenant, bien sûr. un peu dans le même secteur. Ouais. Et en gros, 2 ans après sa sortie, AOL avait racheté Winamp, donc seulement 2 ans après, pour $80 millions. Donc, c'était quand même déjà une belle opération. Mais la société a abandonné les choses puisque le logiciel
s'est fait oublier un peu à partir des années 2000 quand iTunes est sorti et d'autres logiciels qui l'ont un petit peu mis sur le côté. Finalement, AOL avait abandonné ça en 2013 et puis il a été racheté par une société belge, Radionomie, en 2014, qui maintient quand même qu'aujourd'hui, il y a toujours 100 millions de personnes qui l'utilisent, donc c'est quand même un logiciel qui reste apprécié. Et la nouvelle, c'est que Winamp va faire son comeback en 2019 avec des fonctionnalités dont on ne connaît pas encore toutes les fonctionnalités, mais on sait déjà que ce sera principalement destiné aux mobiles, donc iOS, Android, et leur objectif, c'est de pouvoir réunir, en tout cas de ce qu'on a compris de l'annonce, c'est de pouvoir réunir quasiment toutes les sources audio. Donc que vous ayez un compte iTunes, que vous ayez un compte de streaming sur tel fournisseur ou autre, leur idée apparemment ce serait de pouvoir réunir tout ça sur une seule application aussi conviviale qu'elle ne l'était par le passé. Quelle aventure ce Winamp. J'en profite pour saluer Alexandre Saboudjan, qui est le patron maintenant de Winamp et de Radionomie, etc. et avec qui j'ai fait un peu de radio il y a très très longtemps. Donc voilà. Qui utilise encore? Vous n'utilisez plus du tout Winamp, vous deux? C'est fini. Non, moi j'utilise VLC maintenant. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui a aussi, je pense, pas mal fait de mal à ces lecteurs un petit peu dédiés, c'est tout simplement le fait que la lecture de ces fichiers était intégré dans les OS à partir du moment où c'est devenu une monnaie courante. Effectivement, Winamp a favorisé le développement du format MP3, en gros, et à partir du moment où ça a été intégré dans les OS, l'outil dédié est devenu un peu moins intéressant. Parce que ça lisait tout, hein, même les CD. Hein. Avant l'heure, on pouvait déjà faire des playlists, etc. C'était vraiment... parce que tu pouvais créer des fichiers M3U, donc des playlists de fichiers audio. Enfin, c'est hyper complet et ça existe toujours. Donc amusez-vous à le télécharger. C'est super léger, ça marche vraiment bien. Donc il y a vraiment moyen d'encore s'amuser avec ce genre d'application toute simple, mais très efficace. Xavier, pour conclure. Oui, j'allais dire, ce qui pour moi a fini de le tuer, au-delà d'iTunes qui a quand même pris une grosse place, c'est toutes les plateformes de streaming qui avaient en fait leur lecteur dédié, et donc les gens ont petit à petit abandonné leur collection d'MP3. Il y a de plus en plus de gens qui se décident finalement à supprimer les MP3 qu'ils avaient téléchargés légalement ou illégalement, parce que maintenant ils ont le confort de pouvoir écouter de la musique en manière illimitée et dans des styles qui ne sont pas limités à ce qu'ils ont sur leur... C'est une application d'un autre âge et d'un autre Internet. Voilà, c'est normal, c'est comme ça, c'est l'évolution des choses. Des applications comme ça, il y en a d'autres. Hein. Soyons clairs, il y en a un paquet qui ont disparu. Mais ici, c'est amusant de retrouver comme ça ce nom réapparaître dans des news en 2018. Voilà, il a bien toussé un petit coup. Merci de devoir suivi ce 184e épisode. On arrive au bout du jogging de certains. On va se retrouver très bientôt, je l'ai dit, pour un bonus. Hein, et puis, il y a un hors-série qui se prépare également avec Bruno. On va se retrouver bien vite pour également le numéro 185. Ce sera la semaine prochaine. Je salue d'ores et déjà Xavier qui va soigner ce gros rhume, ainsi que Sébastien. Et on se dit donc du coup à très bientôt. C'est l'autre moment où je perds mes boutons. C'est quand même terrible. Là, je l'ai vraiment perdu en plus. Où est-il passé? C'est dingue. Il est là. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.